Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Des islamistes ont-ils des liens avec des politiques? C'est la question que pose le magazine Frontières. Bonjour à vous, Jules Laurence. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Frontières, qui est un trimestriel, je rappelle. Exactement. Et dont la une, nous l'avons déjà parlé sur Sud Radio, et le titre, c'est Collabo. Ces mères complices de l'islamisme, c'est quoi? C'est une sorte de palmarès à vos yeux, hein, des 30 mères qui laissent trop de place aux mosquées? Alors, c'est pas un palmarès, mais l'idée, c'était surtout de recueillir des preuves et des éléments concrets sur cette question du clientélisme vis-à-vis de l'islamisme, parce que, vous savez, on en parle depuis des années, il y a eu justement une commission, mais l'idée, à un moment, c'est de matérialiser les choses. Il y a toute une génération, toute une jeunesse aujourd'hui qui se construit dans l'idée d'un narratif que, oui, le clientélisme existe. Vous savez, cette jeunesse qui peut voter la France Insoumise et autres, oui, le clientélisme existe, mais c'est pas vraiment un vrai sujet, c'est pas sérieux. On n'est même pas sûr que ça existe. Et ben l'idée maintenant, c'est d'avoir des éléments concrets, des preuves, et de mettre un peu les maires face à leurs responsabilités, ce qu'ils ont pu faire. Alors, et dire. Vous épinglez, hein, c'est le cas, une trentaine de maires dans votre mag, dans Frontières. Nous aurons en ligne l'un d'entre eux, François Grosdidier, qui est le maire de Metz, hein, qui avec un projet de très grande mosquée à Metz. Nous verrons en quoi ce projet peut être dérangeant ou pas, d'ailleurs, là-dessus, Jules Laurence. Vous pouvez échanger avec François Grosdidier, ce qui sera bien. Sur la méthodologie, vous allez nous raconter l'audition à laquelle vous avez assisté hier. Vous étiez invité à témoigner à l'Assemblée nationale. Mais d'un mot, la méthodologie pour ces 30 mairies, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Comment vous les avez ciblées? Alors c'est très simple, nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est basé sur les décisions dans les conseils municipaux, c'est-à-dire que c'est ce que prennent comme décision les maires avec leurs conseils, et donc nous on a simplement fait remonter les maires qui prenaient le plus de décisions, qui étaient les plus zélés finalement dans cette dimension de clientélisme vis-à-vis des islamistes. Alors c'est une enquête qui est complètement transpartisane, les gens qui ont lu ce magazine, ils retrouveront à l'intérieur des maires de droite, des maires de droite dure, des maires du centre, des maires de gauche, vous savez, nous on s'est simplement basé sur les faits et les éléments. Et on a travaillé avec une boîte de data analyse qui nous a fait remonter énormément de données. On a trié tout ça. Et puis ensuite, on est allé sur le terrain avec certains de nos reporters pour directement questionner les maires. On a envoyé des mails, faire le contradictoire, appeler ces maires. Il faut le dire, pas beaucoup nous ont répondu, peu ont osé finalement revenir sur ces sujets parce que ça fait des années qu'ils sont habitués à ce que la presse quotidienne régionale finalement les brosse un peu dans le sens du poil, ne relève jamais ces affaires. Vous êtes sévère. Hein. Je suis sévère, mais c'est la réalité. Oui, c'est que c'est vrai que c'est l'une des premières fois. Par exemple, si on prend l'exemple de la Haute-Savoie, on a effectivement épinglé 4 maires. La Haute-Savoie, personne ne pense à la Haute-Savoie quand on pense aux questions de clientélisme. Généralement, on pense un peu plus aux grandes métropoles. Aux grandes métropoles et des villes, des banlieues, des métropoles en question. Hein. Exactement. Oui. Et en fait, ce qu'on montre à l'intérieur, c'est qu'à la fois, ce phénomène de clientélisme, il est transpartisan, mais il est aussi sorti des villes de banlieue et des grandes métropoles. Et par exemple, l'exemple de la Haute-Savoie est un exemple symbolique, personne n'y pense. Et pourtant, on montre à l'intérieur que dans des villes comme Annecy, Annemasse, il y a des mosquées islamistes liées au mouvement du Miligorus, qui sont des mosquées d'ingérence turque, qui prospèrent tranquillement, et les maires ne prennent absolument pas position contre ça. Pire, ils continuent de construire des mosquées comme à Annecy, où il y a un projet de mosquée qui va faire partir le secours populaire, et dans ce projet de mosquée, il y a potentiellement un minaret qui va être construit au sein d'Annecy. Ce qui vous dérange, ou ce qui dérange Frontières, Jules Laurence, de quoi s'agit-il? C'est le fait qu'il y ait des mosquées, ou que ces mosquées soient quand même très orientées? Alors, il y a deux dimensions. La première, c'est que les maires ne prennent jamais position lorsqu'il y a une mosquée islamiste sur leur territoire. C'est-à-dire, vous savez, cette lâcheté finalement vis-à-vis, c'est un laxisme vis-à-vis de l'islamisme. C'est-à-dire que, évidemment, que le maire, il a besoin d'être accompagné aussi de la préfecture pour qu'il y ait des fermetures. Mais à un moment, si le maire prend jamais position, dit que cette situation lui convient, quand nous on l'interprète, on dit mais quand même, cette mosquée islamiste, ça pose pas problème. Elle est mentionnée dans le rapport sur les frères musulmans. C'est exactement le courant qui est mentionné, c'est de l'entrisme. Ça vous pose pas de problème? Eh bien, ces maires laissent prospérer. Et la deuxième dimension, c'est lorsque les maires, vous savez, vont finalement dans une dimension de clientélisme. C'est-à-dire que par exemple, le maire d'Annecy, il va laisser construire un projet de mosquée où il y a potentiellement un minaret qui va être construit, et ça, il s'en fiche. Ça, c'est pas un sujet pour lui. C'est de la même manière, vous savez, il y a le maire de Clichy-sous-Bois.
il peut louer des salles à toutes les associations cultuelles, toutes les associations de mosquées, peu importe si l'association elle voile des petites filles de 5 ans, de 6 ans, c'est pas un sujet pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à l'association. Et là, on montre qu'en fait, il y a une dimension clientéliste. Ce qu'on veut, c'est faire plaisir à la communauté musulmane, peu importe si elle est islamiste pour une partie, on fera quand même plaisir aux islamistes pour récupérer les votes à l'approche des municipales de 2026. Jules Laurence, vous avez été auditionné hier à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête, je lis, sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Nous sommes au cœur de votre sujet. Qui pilote cette commission d'enquête parlementaire? Alors, le président, c'est Xavier Breton, c'est un LR, et puis le rapporteur, c'est Mathieu Bloch, c'est un UDR. Et donc, effectivement, j'ai été invité hier à prendre la parole sur ce sujet du clientélisme. Du fait que vous ayez publié ce magazine. Exactement, ainsi qu'une autre enquête sur la France Insoumise, où on parlait des collaborateurs de la France Insoumise, cette fois-ci des attachés parlementaires, et on montrait qu'ils gravitaient finalement dans des sphères islamistes. C'est 2 magazines d'enquête qui ont vraiment alimenté cette commission. Ils se sont basés sur nos magazines, d'ailleurs, pour inviter certains des maires à être auditionnés, pour qu'ils puissent en fait répondre finalement aux questions qui étaient posées aussi dans ce magazine. Qu'est-ce qui vous a été demandé hier? Alors hier, je tiens à le dire, moi j'étais arrivé dans une dimension où je voulais justement, j'étais très heureux de répondre aux questions, premièrement, mais j'étais arrivé dans une dimension où je voulais donner des preuves, je voulais apporter des éléments extrêmement concrets dans cette commission. Et je dois dire que j'ai été un peu mitigé. Mitigé, pourquoi? La première chose, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs semaines qu'ils imposent des huis clos dans cette commission. C'est-à-dire que moi, j'aimerais en fait que les gens puissent être avertis sur ce qui se passe, qu'ils puissent être au courant. Et finalement, il y a des huis clos qui sont imposés, ce qui empêche beaucoup à ce que les gens soient bien informés sur ce qui se passe. Mais la deuxième chose, je me suis confronté quand même hier à un président qui n'avait pas tellement envie d'aborder le fond du sujet avec des exemples concrets et qui restait finalement dans une sorte de narratif assez abstrait de la question aujourd'hui du clientélisme islamiste. Et je trouvais ça extrêmement dommage, d'autant que je sais de sources sûres, parce que j'ai pu échanger avec plusieurs personnes de la commission, qu'ils sont en ce moment un peu dubitatifs, qu'ils sont un peu désolés parce que ils se rendent compte que la commission, il sait pas faire injure aux personnes qui ont déjà été auditionnées, que cette commission manque de concret. Et vous voyez, quand un journaliste d'investigation veut apporter des preuves, des exemples concrets sur des maires, il se retrouve face à un président qui impose un huis clos et qui en fait lui pose des questions qui sont parfois... Comment est-ce que vous interprétez cette attitude? C'est de la même manière que vous savez que les maires, ils n'ont pas envie d'aborder ces sujets. Ce sont des sujets, une forme de stigmatisation, c'est ce qui est dit régulièrement, Jules Laurence, de toute la communauté musulmane française, qui est importante dans ce pays, qui est une composante importante de la population française. Alors, je pense que avant ça, le président a surtout été dans un réflexe corporatiste. Il faut savoir que ce président a été maire, adjoint au maire et autres, et que évidemment que quand nous, c'était l'une des premières fois où certains maires avaient des enquêtes sur eux, ils se sont sentis tout de suite visés. Ils ont été dans un réflexe épidermique vis-à-vis de notre enquête, et ils ont d'ailleurs même menti. C'est-à-dire, je prends un exemple, les maires de Haute-Savoie, lorsqu'on a fait cette enquête, comme je le disais, on les a contactés, on a fait le contradictoire, on est allé sur le terrain. Ils ont organisé une conférence de presse dans laquelle nous, on a essayé de nous rendre. Eh bien, ils nous ont indiqué une mauvaise adresse pour qu'on ne puisse pas venir leur poser une question. Et donc, les journalistes de France 3 avaient eu accès à la bonne adresse, les journalistes de presse quotidienne régionale avaient accès à l'adresse, et même conférence de presse en réaction à la publication. Exactement. Et même les journalistes nous ont menti sur l'adresse, de façon à ce qu'on ne puisse pas nous venir à la conférence de presse. Et finalement, moi, j'ai une bonne source qui m'a expliqué que oui, le coup était monté, qu'ils avaient des journalistes qui allaient reprendre leurs éléments de langage, et d'autant qu'ils ont menti lors de cette conférence de presse, parce que tout est sorti finalement de ce qui avait été dit. Ils ont par exemple dit qu'ils n'avaient jamais été contactés. Pour autant, moi j'avais eu leur cabinet au téléphone, j'ai dit écoutez, moi sur ce maire-là, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, je prends l'exemple par exemple de Véronique Lecochois, c'est la maire de Saint-Julien-en-Genevois. Eh bien, écoutez bien cette histoire qui aurait dû faire un tollé national. En 2020, elle avait été élue et elle avait pris une position sur la vente d'un terrain. Il y avait le choix entre le vendre à une mosquée ou alors à un garagiste. Et elle a privilégié tout de suite l'option économique. Elle a dit, moi je veux l'option économique, je veux le vendre à un garagiste. Par la suite, en 2023, son conseil municipal, lors d'une délibération, a été envahi par 160 musulmans qui lui ont mis, donc ils se sont mis autour d'elle silencieusement et ils lui ont mis la pression, ce qui a fait qu'elle a changé sa décision pour finalement vendre le terrain à la mosquée. Moi, j'ai échangé avec les propriétaires du garage qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a 160 musulmans qui envahissent un conseil municipal et d'un seul coup, l'option ne nous revient plus et elle est donnée à la mosquée. Et nous, quand on relève l'affaire, quand on en parle, eh bien, vous savez,
vous avez une mère qui tout de suite va dire que c'est faux, va dire qu'elle avait finalement envie de le vendre à la mosquée, ce terrain, que le fait que 160 musulmans aient envahi son conseil municipal, ça n'a pas influencé sur sa décision, mais personne ne peut la croire. C'est-à-dire qu'il y a même des sources au sein du conseil municipal qui ont dit qu'ils avaient été extrêmement choqués d'avoir cet envahissement de conseil municipal. Imagine-t-on une seconde que cela se produise dans une mairie à Lyon, à Marseille ou à Paris? D'un mot, nous allons tout à l'heure avoir en ligne rapidement François Grosdidier, le maire de Metz, que vous épinglez, je suis désolé, dans Frontières. D'un mot, c'est Frontières également qui a publié cette photo qui fait débat, où nous voyons de 5 jeunes filles voilées dans les corbeilles de l'Assemblée nationale. Du coup, il y a une interpellation dans l'hémicycle et une réponse de Yael Braun-Pivet qui a fait une sorte de rappel à l'ordre. Bah bien sûr, un rappel à l'ordre, parce que vous savez, nous avons des sanctuaires aujourd'hui en France, ce qu'on appelle dans la République, des endroits où évidemment le port du voile et autres ne sont pas autorisés, parce que c'est des sanctuaires qui doivent être en dehors du cadre religieux. Et vous savez, la stratégie des islamistes, c'est en permanence de tester nos règles, de voir jusqu'où ils peuvent aller. Alors pour certains, ils vont tenter d'aller dans le sport, d'imposer, vous savez, avec le collectif des hijabeuses, le collectif du basket pour tout, d'imposer le voile dans le sport. Et certains, ils vont tenter directement d'aller au sein des institutions. Alors je ne dis pas que ces jeunes femmes, parce que c'est des jeunes femmes qui sont arrivées avec un voile au sein même de l'hémicycle, elles sont conscientes elles-mêmes du projet qu'elles portent. Cependant, il y a bien des gens derrière qui le réfléchissent, ce projet, et elles servent elles-mêmes ce projet. Et donc, il faut être extrêmement ferme dans ces moments-là. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on a une certaine forme de laxisme, on accepte. Et ce sont le fruit de petits renoncements sur la question de l'islamisme depuis les années 80, depuis la fameuse histoire du voile de Creil, que tout le monde connaît. Oui, qui est un peu le point de départ. Qui est un peu le point de départ. Et c'est le fruit de petits renoncements qui arrivent aujourd'hui à une situation où on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le pays, en fait, on a l'impression, un sentiment de dépossession vis-à-vis de cette question de l'islamisme. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apporter des preuves très concrètes. Allez, dans un instant, on pourrait échanger avec l'un des maires que vous pointez du doigt, Jules Laurence, François Grosdidier, disais-je, le maire de Metz, 0826 300 300. La vérité en face à suivre sur cette une de Frontières, ces 30 maires pro-islam et cette enquête de terrain que vous, spectaculaire, il faut le dire, que vous mettez à la une de votre magazine. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. La vérité en face avec vous, Jules Laurence, rédacteur en chef de Frontières. Et bonjour et bienvenue à vous, François Grosdidier. Bonjour. Bonjour François Grosdidier. Vous êtes le maire de la ville de Metz. Alors oui. Je crois que vous n'êtes plus LR, vous êtes apparenté désormais. Non, même pas. Il n'y a pas d'apparentement. Vous êtes sans étiquette. Un apparentement, c'est dans un groupe parlementaire. D'accord. François Grosdidier, vous êtes épinglé par Frontières dans ce numéro trimestriel que nous avons détaillé. J'imagine que vous avez écouté ce qui a été échangé sur ce plateau à l'instant. Qu'est-ce que vous dites ce matin, François Grosdidier? Vous êtes à la 7e place de ce top 30. Je ne sais pas quelle signification c'est là. Attendez, je vous laisse parler. Je ne sais pas ce à quoi correspond ce classement. D'abord, ce magazine Frontières met des frontières à l'intérieur de la France. Pour lui, les citoyens français de confession musulmane ne sont pas véritablement des Français, sont de l'autre côté de la frontière. Et si on considère, comme le veut la République, tous les citoyens à égalité, quelle que soit leur religion, ou même s'ils n'ont pas de religion, quelle que soit leur conviction, eh bien, à ce moment-là, nous serions des traîtres ou soumis à des étrangers. C'est cette totale confusion qui fait en fait d'un Français un étranger en fonction de sa religion. Voilà. Donc, vous pensez bien que je m'inscris, moi, dans une vision républicaine et pas dans cette vision qui, en quelque sorte, déchoirait d'une nationalité factuelle des citoyens en fonction de religion. François Grosdidier, vous craignez je suis maire d'une ville. Oui. Je suis maire d'une ville. Oui. Je traite tous mes habitants, tous les citoyens de la ville à égalité, quelle que soit leur religion. Oui. Et je ne comprends pas que ça puisse choquer. Et je vous remercie d'être en direct pour vous expliquer, François Grosdidier. Vous craignez quoi? Et je vais donner la parole à Jules Laurence, une forme d'amalgame qui serait fait aujourd'hui? Écoute, allô? Oui, nous entendons, monsieur Grosdidier, allez-y. Oui, mais écoutez, que me reproche Frontières?
Frontière me reproche de financer un lieu de culte musulman, alors que nous mettons bien davantage de moyens sur les lieux de culte catholiques, protestants, israélites, et alors même que le besoin aujourd'hui vos cultes, c'est-à-dire que les musulmans de la ville de Metz, aujourd'hui pris dans des conditions absolument indignes, dans des lieux qui créent d'ailleurs également beaucoup de problèmes de nuisance pour les riverains parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés, et donc qu'il y a un besoin factuel qui est réel, et qu'une commune a vocation à répondre aux besoins collectifs. Alors, Gilles Laurence, et nous aidons l'ensemble des cultes, et nous traitons tous les citoyens à égalité pour répondre à leurs besoins. Gilles Laurence. Voilà. Et je suis indigné qu'en République française aujourd'hui, certains essaient de juger scandaleux que l'on puisse traiter des citoyens à égalité avec les autres. Alors, Gilles Laurence vous répond. Alors, là, je reconnais le politique Gros Didier, c'est-à-dire que, premièrement, je pense qu'il n'a pas lu le magazine, parce que mon édito commence justement en expliquant que nous ne parlons que des maires qui font du zèle, et que nous reconnaissons que, évidemment, que les musulmans ont des mosquées et que c'est normal qu'ils puissent prier dans ces mosquées. Simplement, nous dénonçons les maires qui ont du laxisme, ou alors qui font du zèle et qui font avancer finalement l'islamisme. Et par exemple, pour Gros Didier, on note deux choses dans cette enquête. Premièrement, qu'en 2006, monsieur le député avait déposé une proposition de loi qui visait à intégrer l'islam au régime concordataire. C'est-à-dire que il avait depuis 2006 cette volonté de pouvoir financer directement les mosquées, alors que rien ne lui obligeait. C'était une volonté, lui, de sa part, de pouvoir venir financer ça. Et par la suite, il y a donc eu cette subvention de 490 000 euros, qui est une somme absolument conséquente. C'est une énorme subvention pour cette mosquée de Metz, qui va être une mosquée cathédrale, il faut le dire. C'est une énorme mosquée qui sera une des plus grandes de France. Et dans le même temps, ce qui est révoltant, et c'est même les conseillers municipaux d'opposition ou certains qui ont voté la subvention qui le disent, ce n'est pas moi, ils disent il y a eu attendez, laissez-moi finir et je vais laisser parler. Il y a eu 1 million d'euros qui a été injecté de la part du Maroc directement dans cette mosquée. Et là, bizarrement, personne n'y voit de l'ingérence. C'est-à-dire que, tout de même, sur cette question-là, mettons que la Russie ait financé d'1 million d'euros une mosquée ou une église, là on y verrait de l'ingérence. Mais par contre, quand c'est le Maroc, là, monsieur le maire ne voit pas de problème à ce que cette mosquée soit financée et qu'il y ait de l'ingérence. Allez, François Gros Didier, vous répondez à Gilles Laurence. Alors, déjà, ce qui est terrible, non, je ne fais pas de zèle. Je traite tout le monde à égalité. Oui, pour un besoin énorme. Les musulmans ont aujourd'hui à Metz la plus grosse carence en matière de lieux de culte. Nous avons versé une subvention de 490 000. Nous avons versé 380 000 euros de subvention dans le même temps pour faire la rénovation de la synagogue où le nombre de pratiquants est infiniment réduit. Nous avons mis 600 000 euros dans les lieux de culte catholiques aujourd'hui, et on n'en construit pas de nouveaux. Voilà, c'est ça. Donc, on traite, et si je le rapporte au nombre de fidèles ou de pratiquants, ce sont finalement les musulmans qui sont le moins aidés. Mais pourquoi subventionner les 490 000 euros quand il y a 1 million qui vient du Maroc? Il n'y a pas besoin. Aucun zèle, mais parce que c'est pas suffisant. Deuxièmement, d'abord, le million ne vient pas du Maroc, de l'État marocain. Il vient personnellement du roi du Maroc, qui a donné davantage pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Est-ce que je vous entends hurler parce que le roi du Maroc, à titre privé, donne à la reconstruction ou à la restauration de Notre-Dame de Paris? Mais si vous avez lu le rapport sur les frères musulmans, en quoi le roi du Maroc ne pourrait donner pour Notre-Dame de Paris et non pas pour une mosquée à Metz? Eh bien, donc, là, je vois votre argument ne tient pas du tout. Troisièmement, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, François Gros Didier. Et je l'étais en mon absence dans une présidente, donc laissez-moi. Vous avez été contacté. Laissez-moi répondre. Bon, et je crois que j'ai été invité pour répondre à des accusations. Allez-y, François Gros Didier, finissez. Voilà. Donc ensuite, ce n'est pas parce que on subventionne l'investissement
qu'on a quoi que ce soit comme influence sur le fonctionnement. La grande mosquée de Strasbourg, et je ne parle pas de celle de Miligorus, la grande mosquée de Strasbourg inaugurée par Manuel Valls, l'a été par des fonds étrangers, aussi par des fonds publics. À l'époque de la mairie qui était socialiste, mais du département et de la région qui était de droite, et a été financée par à peu près tous les pays arabo-musulmans, et ils n'ont absolument aucune influence sur le fonctionnement. Et d'ailleurs, quand le roi du Maroc subventionne la cathédrale Notre-Dame de Paris, on n'imagine pas qu'il ait une influence sur les sermons qui vont être tenus dans la cathédrale. Donc cela ne tient pas. Troisièmement, et je dirais dernièrement, et même s'il en avait une influence, il faut rappeler que le roi du Maroc est le meilleur allié de la France et de l'Europe dans le combat contre l'islamisme et le terrorisme. François Grosdidier. Donc c'est particulièrement malvenu de le critiquer tout le temps d'influence de l'islamisme, alors que c'est on peut répondre ou c'est monologue? Des premiers agents. Merci pour les arguments et merci de les avoir exprimés en direct. Tous ces arguments sont de parfaite mauvaise foi et consistent simplement à essayer d'opposer les Français musulmans sur un dernier mot, pour faire on peut répondre ou c'est monologue de François Grosdidier? Merci François Grosdidier pour avoir exposé votre point de vue. Vous avez, je le rappelle, été épinglé dans Frontières. Jules Laurence, le mot de la fin. Je vais aller très vite. Et mentionner dans le rapport sur les frères musulmans que justement beaucoup de pays font de l'ingérence en finançant des mosquées. Et vous voyez, il y a une certaine forme de naïveté aujourd'hui de nos élus. Mais le roi du Maroc, laissez-moi parler en fait. C'est pas possible. C'est de l'amalgame. C'est incroyable. Il ne faut pas répondre. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une forme de naïveté aujourd'hui vis-à-vis de nos élus qui en fait ne prennent absolument pas en compte le caractère de l'ingérence qu'il peut y avoir, comme certains laissent infiltrer les mouvances turques Miligorus, certains aujourd'hui laissent faire des grands financements de la part d'autres États et continuent en plus de ça de subventionner par leur propre mairie. C'est par exemple ce sont des islamo-naïfs. Jules Laurence, difficile de vous mettre d'accord avec François Grosdidier, c'était un peu prévisible. Merci en tous les cas, monsieur le maire de Metz, d'avoir exposé votre point de vue en direct sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous, Jules Laurence, pour ce magazine Frontières qui fait du bruit, il faut le dire, qui secoue avec ce palmarès des 30 maires que vous qualifiez de pro-islam. Bonjour Valérie Expert, pardon pour le retard. Non mais vous êtes excusé, c'est un débat tout à fait passionnant. Oui. On va nous parler évidemment, revenir sur ce qui s'est passé sur l'île d'Oléron hier, parler de cet acte d'inspiration islamiste, on va le dire comme ça. On va s'interroger sur l'état de la psychiatrie en France. On va revenir sur ces jeunes filles voilées à l'Assemblée nationale, des étudiantes, des collégiennes qui étaient voilées, qui sont venues assister au débat, provocation, et puis s'interroger aussi sur le fait qu'on laisse rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale des fillettes voilées, ce qui est strictement interdit en France. Ça a été remarqué par Frontières ici présent. Oui, mais on peut être d'accord avec Frontières. Et puis chez Chine, encore, moi j'en ai un peu ras-le-bol de Chine, mais la grande hypocrisie quand même malgré tout, parce que vous allez sur tous les sites, vous allez trouver des machettes, des couteaux et autres. Donc quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. À tout de suite.